Non. Ah. Bon. Bonjour. Ah, voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vous propose de commencer. Donc, avant d'avoir les pitchs de Benjamin Perry, de Pixo, de Pierre-André Galli, d'Axibio et de Christophe Perron de Neutral IT, je vous propose une présentation très rapide de French IoT, donc, qui est le programme d'Open Innovation dans les services connectés à impact du groupe La Poste. Donc, en fait, au sein de La Poste, on a identifié 4 grands défis sociétaux majeurs sur lesquels on veut agir. Donc environnemental, bien sûr, et notamment avec une grande responsabilité du numérique, puisque la consommation numérique représente à elle seule un 7e continent. Démographique, puisque notamment dans la trop faible représentativité des femmes dans la tech, puisqu'on a moins de 10% des startups qui sont fondées ou cofondées par des femmes. Dans le numérique et notamment la confiance, puisqu'on a 54% des Français qui n'ont pas ou plus confiance dans les services numériques. Et enfin territorial, puisque encore 20% des Français sont mal, voire pas du tout connectés. Et donc en fait, chez La Poste, nous, on a la volonté de concilier des univers qui sont souvent cloisonnés. C'est faire du numérique et de l'éthique, faire du connecté avec un faible impact environnemental et faire de l'inclusif grâce aux nouvelles technologies. Et bien sûr, le numérique est possible sans transiger nos valeurs. Et donc cela, on le fait entre autres depuis 10 ans avec les startups qui partagent le même ADN que nous. Et tout ça, ça se matérialise en fait parce qu'en 2020, on a réuni 2 de nos programmes emblématiques d'Open Innovation pour soutenir les projets numériques à impact positif. D'un côté, les élanceurs, qui était un programme de soutien d'initiatives responsables, solidaires et écologiques. Et de l'autre côté, on avait French IoT, qui était un programme d'innovation pour accélérer le développement des services connectés. Eh bien, aujourd'hui, on a French IoT, où on a détourné le I et le T de IoT pour devenir impact et technologie. Donc cette 6e édition, donc, elle se veut connectée pour une innovation connectée et engagée, vous l'aurez compris. Engagée pourquoi ? Parce que nous avons mis en place un nouveau critère de sélection qui est l'engagement social et environnemental des entreprises, et parité, puisque parmi les 14 lauréats 2020, nous avons 7 sociétés qui sont fondées ou cofondées par une femme. Et donc là, vous voyez donc l'ensemble des lauréats dans les 5 thématiques du concours, dans la santé, la deep tech, les services, la smart city et la mobilité, la GovTech et la Civic Tech, et tout ça, bien sûr, est complètement raccord avec les axes de développement stratégique du groupe La Poste. Les bénéfices pour les startups, donc le premier, c'est bien entendu que les startups rejoignent une communauté d'entrepreneurs, où aujourd'hui on a plus de 300 entreprises qui en font partie. Un programme accélérateur pour bénéficier d'accompagnement pour développer son business. De la visibilité du networking à travers la participation à des salons. L'accès bien sûr à des solutions digitales La Poste. Des mises en relation facilitées avec les investisseurs pour des levées de fonds et bien sûr des mises en relation business entre La Poste, les filiales, les branches, mais aussi les partenaires co-sponsors du programme que je vais vous présenter dans une minute. Et puis là, vous avez un zoom sur donc, les salons sur lesquels nous sommes présents, donc Slush, Big, CES, Vivatech, IFA, qui sont des salons majeurs de l'innovation plutôt à rayonnement européen et international. Et puis aussi, on a d'autres initiatives, le Fun Truck, par exemple, qui a un rayonnement territorial, le La Postal, qui est l'événement du groupe La Poste, et bien sûr, ProDurable. Les partenaires, donc bien sûr La Poste, DocaPost, Postimo, l'ensemble des branches et des filiales, mais aussi des co-sponsors, comme le Fonds de la Fédération Hospitalière de France, Malakoff Humanis, RATP. Et cette année, nous avions aussi Pôle emploi, Département Open Innovation et Thales Digital Factory en membres, jury et contributeurs. Et bien sûr, on peut compter sur le soutien de plus de 100 partenaires numériques, ESS, réseaux féminins, partout sur le territoire. Voilà, maintenant je laisse la parole à Benjamin de Pixo, qui va vous présenter sa société. Puis de votre côté, n'hésitez pas à nous suivre. Merci. Bonjour à tous. Ouais, top. Donc en fait, au lieu de simplement présenter ma société, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes de mon âge et plus âgées également qui se disent qu'ils laisseraient bien tomber leur boulot pour entreprendre dans l'impact. Et je voulais faire un petit feedback sur mon expérience depuis 1 an et demi, 2 ans sur l'entrepreneuriat dans l'impact. Donc quand on a eu l'idée de Pixo en août 2018, le problème qu'on ciblait, c'était les déchets de la restauration, notamment en entreprise. Donc ça, c'est une photo qu'on a prise chez une entreprise que je ne nommerai pas, juste après leur pause déjeuner, donc de tous les emballages qu'il y avait sur leur table.
À ces emballages, on associe aussi les poubelles qui débordent après la pause déjeuner, aussi bien dans l'entreprise que potentiellement dans les parcs et ailleurs. Et donc nous, on voulait résoudre ça. Et en septembre 2018, on s'est dit, notre mission en tant qu'entreprise, ça va être de faire du réutilisable le nouveau standard de la restauration nomade. Donc remplacer tous les emballages jetables par des emballages réutilisables. Donc en septembre, avec mon associé, on se dit ça. Moi, je démissionne de mon ancien emploi. Je me dis, c'est une super idée, on va y aller, ça a l'air simple. Sauf qu'on y va avec une petite conviction, parce qu'on commence à benchmarker un petit peu ce qui se fait sur le marché. On se rend compte qu'il y a plein de réseaux consignes qui existent un peu partout en France, des entreprises qui aident les restaurateurs à passer au réemploi et à mettre en œuvre ce qu'on appelle la consigne. Sauf que ce qu'ils nous disent comme feedback, c'est que la consigne, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est un effort considérable pour l'utilisateur. Et globalement, l'utilisateur, il a beau avoir les meilleures valeurs du monde. Quand on lui demande de faire un effort quotidien pour l'écologie, on perd un bon 80% de la population. Donc la consigne, ça marche bien au début dans un restaurant qui s'y met, c'est top, tout le monde est à fond, ouais, on va acheter des bols, c'est cool. Et puis ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et après ça chute. Donc ce qu'on s'est dit, nous, en octobre, donc je venais de démissionner, j'étais toujours en préavis, c'est que les solutions écologiques, pour qu'elles fonctionnent, pour qu'elles soient massivement adoptées, donc qu'elles aient un réel impact, il ne faut pas qu'elles ne soient destructrices de l'expérience utilisateur, il faut au contraire qu'elles l'améliorent. Donc je me dis, très bien, ça va fonctionner, on crée un modèle, et on déploie le premier modèle en janvier 2019. Je venais donc de créer Pixo, et l'idée c'était, dans les entreprises, donc celles que vous avez vues juste avant, avec les déchets sur la table, on va mettre à disposition des contenants réutilisables qui vont être dans des petits sacs sur un porte-manteau à la sortie du bâtiment. Les employés à la pause déj, quand ils se rendent dans les restaurants alentours, en fait, on leur aura prédémarché tous les restaurants alentours pour qu'ils acceptent les contenants réutilisables qui étaient mis à disposition des employés. Donc les employés sortent, ils prennent leur petit sac avec le contenant réutilisable dedans, des couverts en inox, ils vont chez le restaurateur qui est à côté, qui les sert dans le contenant réutilisable, il leur fait un petit discount sympa, une petite promotion pour les encourager à faire le truc. Les employés, ils reviennent sur leur lieu de travail et ils mangent dans des contenants réutilisables sur leur lieu de travail. Nous, on dispose des collecteurs sur le lieu de travail pour récupérer les contenants sales. On les récupère, on les nettoie et on les redistribue dans l'entreprise. Ce qui fait que sur la table pleine d'emballages jetables, on passe à une table plutôt propre avec des contenants assez quali qu'on avait choisis. Et sur les poubelles qui débordent, on passe à un meuble de tri où simplement ils ont à stocker leurs contenants sales. C'était super, les employés ont adoré. Il y a eu un taux d'adoption qui était phénoménal dans l'entreprise, alors que ce n'est pas forcément une entreprise très sensible à l'écologie. Sauf qu'on est arrivé en avril 2019 avec les premiers freins. Et le principal frein, c'est que c'était trop cher. En gros, l'entreprise se retrouvait à payer l'intégralité de la solution, les restaurateurs n'allaient pas payer pour ça. Donc ils payaient le déploiement dans l'entreprise, la conduite du changement, le nettoyage des contenants et la logistique qui était associée. Ce qui faisait beaucoup de choses pour un impact qui était intéressant d'un point de vue environnemental et d'un point de vue QVT dans l'entreprise, mais pas suffisant pour payer ce montant-là. Donc on se dit on va faire autre chose. Et effectivement, en démarchant plein d'entreprises sur ce modèle-là, on se rend compte que pour beaucoup d'entre elles, c'était un petit peu trop compliqué. Sauf qu'au hasard des rencontres, on rencontre les élanceurs de la Poste, et on postule donc à leur concours, on est lauréat, et il se trouve que dans leur programme d'accompagnement, ils nous amènent à Viva Technologies. Donc au palais, à Porte de Versailles, en mai 2019. Et on a un stand avec la Poste sur Vivatech, super, on présente nos solutions. On sait que d'un point de vue business model, c'est pas incroyable, mais on va trouver autre chose, on va trouver une solution. Et sur Vivatech, il se trouve que notre stand est juste à côté de celui de Sodexo. Et pendant les 2 jours de Vivatech, on a tout Sodexo qui défile sur notre stand parce qu'ils nous disent, en fait, on a un problème, c'est qu'on a beaucoup de clients finaux, donc des entreprises dans lesquelles on a des cantines, qui nous disent, on veut plus de vos gobelets jetables, on veut plus de vos emballages jetables, des salades bars, des choses comme ça, on veut passer au réemploi. Et sauf que Sodexo se retrouve un peu bête parce que eux, ils savent nettoyer de la vaisselle, bien entendu, mais ils ne peuvent pas donner de la vaisselle en céramique ou de la vaisselle en verre parce qu'elle va être dispatchée dans tous les bureaux. Et surtout, pour qu'elle revienne jusqu'à leur centre de nettoyage, donc leur poste dans l'entreprise, c'est très compliqué. Donc ils nous disent, écoutez, si vous êtes capable de nous accompagner sur la conduite du changement d'entreprise, comme vous l'avez fait dans votre au précédent déploiement, que vous nous fournissez des contenants réutilisables adaptés, et potentiellement que vous nous sous-traitez le nettoyage, nous, ça nous intéresse. Donc on se dit, super, en mai 2019, on a trouvé un nouveau client. Donc en juillet, août 2019, on construit cette nouvelle offre avec le client, et c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue business model, parce qu'on arrive à le séparer en deux. Sodexo, d'un côté, paie pour le nettoyage et l'amortissement des contenants, vu qu'on leur met en location, donc ils prennent une partie du business model, et de l'autre côté, la logistique est payée par l'entreprise finale, chez qui on déploie la solution, et donc il y a un intérêt RSE en quelque sorte à déployer la solution, donc c'est moins cher. En gros, on livre des contenants propres à Sodexo, Sodexo les utilise dans ses services,
C'est collecté par les utilisateurs un peu partout dans l'entreprise, on a des collecteurs. C'est centralisé par Sodexo et nous on récupère chez Sodexo, on nettoie et on redistribue. Et en plus d'un point de vue environnemental, il se trouve qu'on a fait une ACV et que ça fonctionnait bien malgré la logistique. Donc l'entreprise paie la logistique comme je disais et le restaurant paie le nettoyage. Donc on se lance dans de la R&D. Ça y est, c'était bon, on avait un modèle, sauf qu'il manquait 2 choses à ce modèle. En septembre 2019, Sodexo nous pointe du doigt. Le premier, c'est qu'aucun des contenants réutilisables qu'on a montré à Sodexo ne leur convenait. Il y avait toujours un défaut. C'était soit le contenant s'empile pas super bien, donc ça prend de la place, soit c'est pas transparent, mais nous on préconditionne nos salades, elles sont exposées en linéaire, donc il faut que les gens voient ce qu'ils vont acheter, sinon ils n'achèteront pas. Soit le contenant était circulaire et il voulait du carré pour le stockage, bref, on n'a jamais trouvé le contenant qui allait. Donc on se dit, qu'à cela ne tienne, on va faire un contenant. On contacte BPI France, ils nous font une subvention, on contacte la coopérative MU, que vous connaissez peut-être, qui est une agence d'éco-conception. Ils nous font une analyse de cycle de vie complète de Pixo pour le comparer au jetable, mais pour nous aider aussi à trouver le bon matériau, le fameux débat du réutilisable sur le verre versus le plastique. Et on se part sur le lancement de notre contenant. Deuxième chose qu'on développe, c'est que Sodexo nous dit certains sites sans consigne, ça passe. Ils sont assez sensibles, je pense que les gens le ramèneront. En revanche, il y a des sites, ça part dans tous les sens, c'est de la restauration un peu plus sociale et ouverte surtout, c'est-à-dire que ça se dispatche sur plusieurs campus et c'est vraiment très compliqué, donc il nous faut une technologie pour la consigne. Du coup, on développe, avec une subvention de la Commission européenne, une technologie de tracking des contenants qui nous permet de digitaliser la consigne, mais sans aucun impact sur le parcours utilisateur du restaurateur et des utilisateurs. Donc bref, sans détruire leur parcours client. Donc ça, c'était en septembre. De septembre à mars, on a construit cette offre avec Sodexo, et bien sûr, on essaie de la vendre. Donc on la vend à tous leurs clients, il y en a plein qui mordent, qui trouvent ça génial, c'est relativement peu cher, ils sont capables de se le payer, donc notamment à la Défense. Et donc c'était top, on signe les premiers contrats, les déploiements sont prévus en avril 2020, septembre 2020 selon les cas, parce que c'est des gros déploiements, donc on avait fait des tests entre-temps, mais il fallait s'y préparer un petit peu. Le CA prévisionnel sur l'année 2020, c'est 800 000 €. Et on arrive en mars 2020, et il y a le Covid qui vient tout remettre en cause. Donc évidemment, Sodexo, pendant le premier mois de confinement, ça passe à peu près, ils continuent à nous contacter, ils nous disent non mais ça va revenir, on va quand même déployer, ça va le faire. Deuxième mois de confinement, on n'a plus du tout entendu parler d'eux. Et c'était très compliqué pour eux, ça l'est toujours d'ailleurs. Donc on se dit, bon, nos contrats sont annulés, et on ne sait pas à quelle date ils vont reprendre. On a perdu tout le CA prévisionnel, mais surtout on a investi pour les déploiements en amont, donc la trésorerie commence à faire un petit peu mal. Et on se dit, bon bah, on va s'occuper. De toute façon, on est en wait and see parce que la restauration est complètement à l'arrêt. Donc on va faire du réutilisable dans la médecine. Et donc on va remplacer tous les matériels de protection jetables par un matériel de protection réutilisable, notamment pour le personnel soignant, pour les centres de test. Donc on développe Pixomed avec une entreprise de l'industrie nucléaire. Donc c'est des cabines de test comme celle-ci qui ont... Voilà, c'était pas le but de faire de l'argent, etc. C'était juste nous occuper parce que c'était un petit coup dur quand même pour nous. Il fallait qu'on occupe nos cerveaux. Donc on a développé ça, ça a tourné et c'est d'ailleurs toujours en circulation et en vente. Mais bon, en mai et juin, le Covid, le déconfinement a eu lieu, mais bon, l'activité n'a toujours pas vraiment repris. En revanche, la R&D est terminée. Donc on a notre contenant qui est arrivé et notre technologie qui est prête. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on le propose en marque blanche à tous nos concurrents. Tous les acteurs de la consigne en France qu'on connaissait, on leur dit, ben voilà, on a la technologie qui est arrivée, on a les contenants qui sont arrivés, on a les mêmes problématiques que vous, on le sait, donc utilisez nos contenants et notre technologie en marque blanche. C'était bien, mais globalement, leur chiffre d'affaires n'était pas brillant à eux, donc le nôtre n'allait pas être brillant. Sauf qu'en juillet 2020, grâce à Brune Poisson, toute la foodtech a dû se mettre au réemploi. C'est-à-dire qu'on a dit à Deliveroo, Uber Eats, Foodcherry, Frischti, le jetable, c'est fini et vous devrez passer au réemploi en 2023 et vous devez nous proposer des solutions d'ici octobre 2020. Du coup, super, en fait, on a retrouvé un marché auprès de la foodtech et ils sont avec nous aujourd'hui au salon sur le stand BPI France. Je vous invite à venir les voir. C'est Pop Chef qui a leur frigo connecté et qui ont présenté notre solution. Donc en gros, on les aide à passer au réemploi avec nos contenants réutilisables, donc ce qu'on appelle Pixo Factory, qu'on a éco-conçus et qui sont parfaitement adaptés à leurs besoins parce que c'était fait pour. On a Pixo Supply qui est donc toute la logistique et le nettoyage qu'on sous-traite aux acteurs de la consigne partout en France. Donc en fait, nos concurrents, entre guillemets, on en fait des partenaires. Et Pixo Technologies qui permet de faire la gestion digitale de la consigne. Et notamment, on se met en back-office des applications comme Foodcherry, Frischti, pour que ça passe par leur application, qu'il y ait une consignation et nous, on assure la déconsignation.
Alors, 3 petits points. On a une campagne de crowdfunding le 15 septembre sur le Pixofactory pour que vous puissiez acheter vos contenants réutilisables en green fib, un matériau qui contient 0% de pétrole. Et chaque contenant acheté finance un contenant réutilisable pour un restaurant. Et la technologie, je vous invite à venir découvrir son fonctionnement sur notre stand. Je vais parler très rapidement de l'impact environnemental. Donc, chaque contenant réutilisable utilisé par rapport à un contenant jetable, c'est l'équivalent de 550 grammes de CO2 qui sont évités. C'est l'équivalent de 5 km en voiture. Donc, ça vaut le coup de faire du réemploi. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur notre stand. Ah, pardon. Oui. Ok, est-ce que vous avez des questions? Je suis allé un peu vite sur la fin, mais voilà. Non, c'est très clair. Très bien. D'accord, d'accord. Bonjour à tous. Moi, je suis Pierre-André Galli, cofondateur d'Axibio, une jeune entreprise spécialisée dans la conception d'équipements connectés et de solutions digitales pour tout ce qui est collecte, traitement et valorisation des biodéchets. Alors, les biodéchets, on en parle beaucoup en ce moment. Alors, de quoi s'agit-il? C'est 12 millions de tonnes chaque année en France. C'est à peu près un tiers des ordures ménagères résiduelles. Alors 12 millions de tonnes, on ne se rend pas trop compte, mais moi ce que j'aime bien, c'est faire la comparaison avec le porte-avions Charles de Gaulle. Eh ben, c'est comme si on jetait 400 porte-avions Charles de Gaulle en poids chaque année. Pour la France, 12 millions de tonnes. À l'échelle de l'Union européenne, c'est plutôt 100 millions de tonnes. Alors, ces biodéchets, c'est d'abord un enjeu environnemental, parce que quand ils se décomposent, ils émettent des gaz à effet de serre, et si c'est une décomposition anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, ça produit du méthane. Et le méthane, c'est un gaz qui est 72 fois plus puissant que le CO2 dans les 25 premières années de sa présence dans l'atmosphère. En plus, autre petit problème, c'est quand on le laisse dans les ordures ménagères, après trier les autres flux de déchets, notamment le plastique, ça devient très compliqué sur les chaînes de tri. Donc avant tout, quand on sépare les biodéchets, ce que je dis souvent, c'est pas tellement pour faire du compost, c'est pour séparer les flux et mieux valoriser ce qui reste dans la poubelle grise. Et enfin, brûler un déchet qui est composé à 70% d'eau, ça n'a jamais produit d'énergie. Moi, pour allumer le feu, je ne mets pas de l'eau dans la cheminée. Donc c'est pour ça que le séparer, c'est mieux, et ça permet de produire du biogaz et des amendements organiques. Il faut savoir qu'une tonne de biodéchets, ça permet de produire 100 mètres cubes de biométhane. 100 mètres cubes de biométhane, c'est 720 kWh, c'est-à-dire 1000 km en voiture. Seria, là c'est une petite voiture, et ça permet de produire aussi 900 kg de fertilisants organiques. C'est pour ça qu'on a une réglementation européenne qui est assez exigeante, qui impose le tri des biodéchets aux professionnels qui font plus de 10 tonnes depuis 2016, et qui étend cette obligation à l'ensemble de la population d'ici la fin 2023, c'est-à-dire que d'ici 2023, tout le monde doit avoir une solution pour ne pas jeter ses déchets avec les OMR. Alors nous, là-dedans, notre métier, c'est de structurer cette filière, c'est-à-dire d'être le maillon entre la poubelle et ceux qui ont besoin d'une ressource de biomasse pour un usage utile, le biogaz et le compost. C'est pour ça qu'on a créé toute une gamme d'équipements qui permet de s'adresser à chaque cas de figure et de solutions digitales, je vais y venir, pour assurer la traçabilité et la mesure de ces déchets sur toute la chaîne. Alors, sur ces 12 millions de tonnes, on s'adresse en fait à deux segments plus particuliers. Les gros producteurs, notamment les professionnels de la restauration, notamment la restauration collective, c'est à peu près 2 millions de tonnes chaque année, restauration collective et commerciale. Et les collectivités locales, ça c'est le plus dur, c'est la moitié du gisement, c'est extrêmement diffus, c'est-à-dire dans la poubelle de chacun d'entre vous. Et on va le voir après, c'est un petit peu compliqué, et c'est pour ça qu'on propose une solution un peu innovante. Alors concernant les professionnels, on a la particularité d'avoir dans tous nos équipements une balance embarquée qui est connectée et qui permet de mesurer chaque dépôt de biodéchets. Donc pour ceux qui font des volumes inférieurs à 300 kg, on a des contenants assez simples. L'un permet la récupération du sac plastique et puis derrière c'est ventilé. J'enregistre le poids sur chacune de mes caisses à l'intérieur. J'ai une puce NFC qui permet la traçabilité.
Je peux fonctionner avec des bioseaux. Et pour ceux qui ont vraiment beaucoup de volume, on a un équipement qui permet de compacter les biodéchets, de corriger les erreurs de tri. Parce que si le tri est essentiel, et il est plutôt bien fait, on a toujours un pot de yaourt, un petit morceau de plastique, le sachet de mayonnaise, la charlotte du cuisinier, et j'en passe. Et ça paraît anodin, mais pour les gens qui sont amenés à s'en servir sous forme de biogaz, dans leurs installations, ça peut être très dommageable. Donc il faut une matière qui soit absolument propre à l'arrivée. Alors vous avez, au lieu d'avoir des sacs plastiques, vous avez à l'arrivée une matière qui est prête à consommer, si je peux parler comme ça, et qui pourra, c'est une biomasse et non plus un déchet, et donc on retire énormément d'erreurs de tri, le pot de yaourt, l'opercule, les gants, etc. Et surtout, on n'a pas de sac plastique à traiter sur place. Et naturellement, il y a tout un volet digital qui est important, le suivi du gaspillage alimentaire. Il faut savoir que ça, c'est essentiel. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et 1 kilo de déchets jetés, c'est entre 2 ou 3 euros à la poubelle. Donc quand vous faites 10 000 kilos par an, je vous laisse faire le calcul, c'est vite extrêmement cher. Et quand vous êtes un département qui gère 40 ou 50 collèges, c'est vite des sommes qui sont considérables. Et donc il faut absolument mesurer ça. Derrière, on a le suivi des collectes, naturellement, les suivis des valorisations énergétiques et agronomiques qui se font automatiquement, et la digitalisation du volet administratif et réglementaire, qui est particulièrement lourd pour ce type de déchets. Donc tout ça est fait automatiquement grâce à l'IoT de nos équipements. Sur les collectivités locales, vous allez voir que les choses se rejoignent petit à petit. Donc à la demande de plusieurs élus en Bretagne, on a commencé à équiper certaines villes du Nord Morbihan. Et ça, le schéma qu'on propose est le suivant. On ne peut pas mettre un équipement dans la rue, un équipement tournant, s'entend, une machine. Donc on met un point d'apport volontaire équipé d'un contrôle d'accès et d'une balance. Donc ça permet d'identifier les usagers. Les usagers font le tri chez eux. Quand leur seau est plein, ils l'apportent au point d'apport volontaire. Et donc on identifie la personne, on enregistre le poids déposé. Lorsque la caisse est pleine, elle est enlevée, elle est amenée sur ce qu'on appelle le bioséparateur. C'est un équipement assez grand, qui fait 10 mètres de long, qui permet de séparer les erreurs de tri et de déconditionner aussi les aimants collectés dans la grande distribution. Et derrière, ça permet de produire une soupe qui est ensuite emmenée sur l'unité de méthanisation la plus proche pour produire biogaz et compost. Alors ça peut être envoyé aussi en compostière, on n'est pas exclusivement biogaz. Et comme j'ai ma pesée embarquée, je suis capable de restituer des poids pour chaque personne, pour chaque professionnel qui est amené à rentrer dans ce circuit de collecte, et d'avoir les niveaux de remplissage par point d'apport volontaire et de savoir exactement où les déchets sont allés. Et ça permet de créer des circuits courts, c'est-à-dire qu'en fait, sur le territoire, on a très souvent une unité de compostage, une unité de méthanisation, et donc les collectivités peuvent s'emparer de ce circuit pour mettre en place une collecte en circuit court. Alors ici, vous avez les points d'apport volontaires. On en a qui sont équipés de caisses palettes, pour ceux qui veulent faire de la collecte en camion à ion, et d'autres qui sont équipés de bacs 400 litres, 4 roues, pour ceux qui veulent utiliser la benne ordure ménagère, c'est-à-dire la moitié des collectivités locales en France. Nos équipements sont fabriqués en France, en Bretagne et en Bourgogne-Franche-Comté. Alors ici, vous avez des exemples de points d'apport volontaires qui sont positionnés dans les rues. Alors le vert est la couleur choisie par le maire de Locminé, en l'occurrence dans le Morbihan, mais ça peut être d'autres couleurs, et puis ça peut être, on peut faire du covering avec des tas de motifs choisis. Et derrière, on a le bioséparateur, donc une machine qui permet de passer ce que vous voulez, du déchet à une biomasse. Et derrière, on a toute une traçabilité, une comptabilité environnementale, ce qui fait que chaque usager connaît exactement ce qu'il a jeté, et on peut dire 1 kilo de déchets égale 1 point, et au bout d'un certain nombre de points, on peut gagner. À ce moment-là, c'est au choix de la collectivité, des tickets de bus, des entrées au cinéma, à la piscine, ou même, comme le proposent certains élus, des pleins de biométhane à la station BioGNV. Le but étant d'évacuer au maximum, une fois de plus, la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles. C'est-à-dire que l'objectif, je le rappelle, ce n'est pas de faire du compost, c'est d'abord de vider la poubelle grise. Et pour ça, il faut apporter une motivation, d'autant que l'apport volontaire est 5 à 10 fois moins cher que la collecte en porte-à-porte. Voilà, j'ai peut-être été un peu rapide. Donc oui, nos équipements ont déjà été acquis par certains professionnels, notamment des lycées.
Et puis, ça a été déployé sur un territoire. Donc, on a comme client un syndicat de traitement de déchets, plusieurs communautés de communes. Et on commence à sortir de Bretagne, même si on n'est pas... Moi, je ne suis pas breton, mais enfin, bon, on est très, très bien accueillis. Et c'est une région formidable pour mener des expériences d'économie circulaire et d'écologie, en général. Mais on doit se déployer prochainement en Centre-Val de Loire, dans une ville du Loir-et-Cher. Et petit à petit, on contacte toutes les communautés de communes de France qui, je le rappelle, ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour faire quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Alors, on est déployé sur 2 communautés de communes. Donc, c'est une dizaine de points d'apport volontaire. Et puis ensuite, on a une unité de bioséparation qui a été installée également. Et puis ensuite, on a 4-5 machines qui tournent chez des professionnels. Exactement. Non, alors la levée de fonds est terminée. Effectivement, on l'a faite avec SoWeFund, d'ailleurs, qui a été recommandé par la Poste. Ça consiste en un mix. Moi, je trouve que c'est une solution qui est très intéressante, un mix entre du crowdfunding et puis des investisseurs, de gros investisseurs, qui peuvent être des particuliers qui ont beaucoup d'argent, ou des professionnels. Ça peut être des business angels ou des sociétés d'investissement. Et en l'occurrence, nous, on a levé pour 550 000 €. Et donc, c'est pour moitié, je dirais, la holding de SoWeFund qui couvre plein de petits porteurs et puis quelques gros investisseurs personnels ou institutionnels. Comment ? Oui, alors derrière, il y a des tas de dispositifs. Ça permet de faire un peu de levier, de lever de la dette, mais effectivement, on est plutôt, puisque d'ailleurs on est allé un petit peu au-delà, c'est plutôt, en tout cas pour l'instant, ça nous convient. On verra ce que dit la suite. D'autres questions ? Alors, tout ce qui est machines motorisées, fabriquées en Bretagne, à Moréac, dans le Morbihan, et tout ce qui est contenant non motorisé, fabriqué à Louhans, en Saône-et-Loire. Voilà, on fait du Made in France, même si on intègre des composants européens. Voilà. Alors, nos contacts, c'est naturellement, on est en discussion avec des écoles, avec quelques collèges, avec des commence tout début, collectivités locales, parce que l'Île-de-France est peut-être pas la région la plus facile. Voilà. Et donc, on est depuis récemment membre du pôle systématique, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui doit nous permettre d'accélérer les choses sur la région. Alors, qu'est-ce que vous entendez par... Parce que nous, comme type de gros producteurs, si c'est de l'industrie agroalimentaire, je prends l'exemple breton de Dossi, typiquement, ça, c'est pas notre cible, parce que c'est des rebuts qui sont tellement importants et qui n'ont pas besoin de traitement. Après, les sites qui peuvent nous intéresser, c'est effectivement la restauration collective, les très gros restaurants, des marchés, marchés forains, marchés couverts, ou des hôpitaux, voilà, des choses comme ça. Merci. Merci. Bonjour à tous, je suis Christophe Perron, le cofondateur de Neutralité. Et donc mon associé est assis ici, il peut lever la main comme ça, vous pourrez lui poser des questions sur le stand de la Poste tout à l'heure, voilà, si vous avez des questions. J'ai une bonne nouvelle pour vous et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que voilà, on a trouvé une solution pour agir contre le réchauffement climatique, c'est de planter des arbres.
Donc c'est super parce qu'aujourd'hui, voilà, planter des arbres, ça permet quand on prend l'avion, quand on utilise des services digitaux, de compenser son empreinte carbone. Donc c'est plutôt séduisant comme idée sur le papier, mais cette idée est plus finalement cocasse que coquette parce que quand on y regarde de plus près, si on devait planter des arbres pour couvrir les émissions de gaz à effet de serre de tous les Français, il faudrait planter 1 million d'hectares de forêt par an, ce qui fait que d'ici 30 ans, on n'aurait plus un centimètre carré ni pour se loger, ni pour cultiver les carottes et les choux. Donc c'est une idée qui est séduisante, mais qui semble être une fausse bonne idée. Et je dirais quelque part, ce qui est un petit peu dommage derrière ça, c'est que ça nous permet, ou ça permet à des industriels de justifier le business as usual en disant que de l'autre côté, ils compensent leur empreinte carbone en plantant des arbres. Nous, chez Neutralité, on a pris un autre angle. On s'est dit que finalement, la sobriété, c'était le maître mot et que tout ce qui était économie circulaire était un outil qui nous permettrait en effet d'arriver vers des changements de paradigme en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, à notre sens, il faut très, très clairement changer nos habitudes pour arriver à trancher cette problématique du réchauffement climatique. Donc, avec cette idée en tête, on a mis en place du côté digital, une solution qui est une salle serveur informatique, qui a la particularité de fonctionner avec un refroidissement à huile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre nos serveurs informatiques dans un bain d'huile. En fonctionnant, nos serveurs émettent de la chaleur, forcément. Cette chaleur, elle est collectée par l'huile, et soit on vient réutiliser cette chaleur à travers l'huile pour chauffer l'eau des piscines, l'eau chaude sanitaire des bâtiments, soit on vient émettre cette chaleur à l'extérieur sans climatisation. À partir de cette solution, on a mis en place trois offres, 2 offres produits et une offre service. Une première offre produit qui consiste à vendre des salles serveurs totalement équipées à des TPE, PME et industriels qui, eux, souhaitent avoir un système cybersécurisé et éco-responsable pour leur propre système d'information. On a mis en place un produit qui sert en fait à chauffer l'eau chaude sanitaire des bâtiments résidentiels collectifs et l'eau chaude des piscines, qu'on appelle chaudière numérique. Et enfin, on a mis en place une panoplie de services cloud qui a le gros avantage d'être carbonégatif. Donc désolé pour la police, je crois qu'il y a des mauvaises adaptations de comptabilité, un problème de compatibilité. Donc on a analysé plus en avant la performance à la fois énergétique et environnementale de ces différents produits et services, et on s'est rendu compte que sur notre produit de salle serveur destiné aux entreprises, eh bien, on avait une performance qui était excellente. Il faut savoir que par exemple un PIE de 1,05 voire 1,08, c'est ce qu'aujourd'hui réussit à faire par exemple un Google en mettant ses data centers dans le pôle Nord. Donc nous, on arrive à le faire ça, à avoir les mêmes performances en installant les data centers, enfin nos salles serveurs en France, voire même en Afrique. Sur l'aspect chaudière numérique, donc valorisation de la chaleur pour chauffer l'eau chaude des bâtiments, là encore une fois on a un excellent ratio, c'est une mesure qui est faite par le CSTB, donc un tiers, et qui montre qu'on a un rendement de 96%, c'est-à-dire que 96% de l'énergie qu'on utilise pour faire fonctionner les salles serveurs, nos propres salles serveurs d'ailleurs, est réutilisée pour chauffer le bâtiment. Donc c'est un score qui est assez excellent. Et puis sur les services numériques, là aussi on a une excellente surprise, puisque on s'est rendu compte qu'héberger finalement un site web ou faire des calculs sur notre infrastructure, ça permettait de diviser par 2 l'épuisement des ressources planétaires, et surtout ça nous permettait d'être carbonégatif. Alors pourquoi ? Déjà parce qu'on n'a pas besoin de climatisation, on a une synergie qui est faite entre le bâtiment et puis les serveurs informatiques. Cette synergie permet d'éviter la climatisation, et en plus elle permet de valoriser une chaleur et donc de diminuer l'empreinte carbone du bâtiment, qui a plus besoin de faire chauffer, plus besoin d'utiliser du gaz ou du pétrole pour chauffer son eau ou pour chauffer le bâtiment. Donc aujourd'hui on est très clairement et très fièrement la première solution cloud carbonégatif sans planter d'arbres. On a pas mal d'installations aujourd'hui en France, même à l'étranger. Si on se focalise sur la France, on a des installations aujourd'hui à Nantes, Paris, Lille, Grenoble, Lyon. On a le pôle parisien qui s'étoffe en termes d'installation. En gros, pour rentrer un tout petit peu dans le technique, on est sur des racks d'OSU, ce qui permet d'héberger une certaine puissance informatique qui va en général vers les entre 8 et 12 kVA. Sur nos offres, on a une première offre qu'on appelle Neutrality, qui est vraiment une salle serveur destinée aux PME et TPE. Et comme le disait très bien mon collègue tout à l'heure, d'être éco-responsable, c'est bien, mais il
c'est encore mieux si on arrive à proposer de la valeur ajoutée, simplification, sécurité, etc. Et donc c'est vrai que chaque fois qu'on met en place une offre, on la différencie et on y ajoute des propositions de valeur qui sont significatives pour nos clients. Sur cette offre de Neutralis SI, eh bien, on vient proposer de la cybersécurité. Donc c'est vraiment une problématique principale du dirigeant aujourd'hui, c'est, on en parlait tout à l'heure, la confiance numérique. Et donc c'est de faire en sorte que son système d'information soit protégé. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé des technologies de défense en profondeur, par exemple, de chiffrement des disques durs, de séparation des flux, ce qui permet en fait à nos clients d'avoir une salle serveur qui est prête à l'emploi et sécurisée. Sur les autres pendants, on a aussi une simplification de l'utilisation de cette salle serveur, puisque quand elle est livrée pré-packagée, c'est-à-dire que le client n'a plus qu'à faire quelques clics pour créer ses machines virtuelles et donc de pouvoir utiliser sa salle serveur de manière simplifiée. À ça, on ajoute quelques services, dont un plan de reprise d'activité qui fait que s'il a une grosse panne d'électricité au sein de son entreprise, ou si son entreprise connaît un dégât important, il peut toujours utiliser ces services essentiels qui seront soit sur notre salle serveur, dans le cloud ou chez un tiers. Donc ça, c'est notre première offre produit. Et puis, on a une offre de service qui est un peu plus simple peut-être à comprendre, puisque c'est simplement l'hébergement de sites web. Donc aujourd'hui, on propose l'hébergement de sites web de manière éco-responsable, ça c'est une première chose, mais aussi de manière hautement disponible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on installe nos data centers, cette fois-ci dans des bâtiments résidentiels collectifs, par exemple, eh bien, on a un data center qui va être, par exemple, à Lille et un autre qui va être à Lyon. Et en cas de panne d'un data center, on a toujours ce deuxième data center qui est là pour tenir le service. Donc au lieu de mettre 2 serveurs informatiques avec 4 disques durs dans un seul data center, mettre plein de machines qui font en général que le data center est robuste, nous on va utiliser une configuration beaucoup plus légère et on va la mettre à 2 endroits différents pour assurer une meilleure qualité de service. Donc ça, c'est pour la haute disponibilité. Mais on s'est rendu compte aussi que finalement, si on prenait n'importe quel site web, d'ailleurs, ça peut être un petit défi que je vous propose, qui est hébergé chez les leaders européens ou internationaux, on se rend compte que la sécurité, si on l'a fait évaluer par une plateforme qui s'appelle observatory.mozilla.com, elle n'est pas forcément au rendez-vous, parce que historiquement, on utilise des piles logicielles qui sont anciennes, et que si la solution ou le site web est hébergé chez Neutrality, donc avec notre offre Neutral Hosting, on obtient des scores qui sont B+. Donc voilà, on compare en termes de sécurité un F contre un B+. Et last but not least, l'aspect expérience utilisateur, le fait d'être à proximité des utilisateurs et d'utiliser des technologies d'accélération, je dirais de rendu de site web, nous permet d'avoir des performances qui sont aussi bonnes que des sites qui vont être drastiquement optimisés pour l'expérience utilisateur. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on sait faire des choses qui sont éco-responsables et qui sont aussi bien, sinon meilleurs en termes de performance que l'existant et avec des coûts qui sont tout à fait en ligne avec ceux du marché. En gros, pour penser le monde de demain et le repenser, on peut soit planter des arbres, soit aller de l'avant et puis repenser à des organisations systémiques un peu plus intelligentes, un peu plus sobres. Et il suffit maintenant d'y aller et de passer à l'action. Je vous remercie de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment une analyse, je n'ai pas précisé, c'est une analyse de cycle de vie qui a été faite dans le cadre des normes ISO 14044, donc qui prend tout en considération, que ce soit la salle serveur, que ce soit le transport d'informations à travers la fibre optique, vraiment tout est pris en compte. Et on arrive, nous, à une carbonégativité parce qu'on utilise des serveurs de seconde main. C'est-à-dire que, par exemple, une université qui va, pour sa division R&D, utiliser des serveurs tout neufs, eh bien, au bout de 2-3 ans, ces serveurs ont des performances qui sont 5-10% moins bonnes que la dernière génération de processeurs. Derrière, il y a des commerciaux qui viennent pousser un peu leurs nouveaux produits. Et donc, que ce soit l'université ou les entreprises, vont mettre au rebut ces serveurs-là. Nous, on vient les récupérer parce qu'ils peuvent rendre encore un tas de services. Et ça nous permet non seulement, en effet, d'être carbonégatif, mais aussi d'avoir une exploitation, de prolonger la durée de vie de ces serveurs informatiques et donc d'avoir un impact réel sur l'exploitation des ressources planétaires.
Ok, merci. Ouais, merci à toutes et à tous. Si vous souhaitez aller plus loin dans les discussions, vous pouvez retrouver Pierre-André, Benjamin qui a un stand donc, de Pixo sur l'espace BPI, et Pierre-André d'Axibio et Christophe de Neutral IT seront présents sur le stand du groupe La Poste si vous voulez échanger avec eux. Merci beaucoup.